Mon petit-fils m'a appelé à 5 heures du matin et m'a dit « Mamie, ne mets pas ton manteau rouge aujourd'hui. » J'ai demandé pourquoi, et d'une voix tremblante, il a répondu « Tu comprendras bientôt. » À 9 heures, je suis allée prendre le bus. En arrivant, je me suis figée sur place en voyant la scène qui se déroulait là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter d'où vous regardez. Le téléphone a sonné à 5 heures précises du matin. Je le sais, parce que j'étais déjà réveillée, assise dans le fauteuil à bascule de ma grand-mère, près de la fenêtre, regardant l'obscurité céder lentement la place à l'aube. À 63 ans, le sommeil ne vient plus que par fragments, éparpillé comme les pièces d'un puzzle que je n'arrive plus à assembler. Le vieux mas craquait autour de moi. Ces bruits familiers du bois ancien qui se tasse, que j'avais connu toute ma vie. Quand j'ai vu le nom de Daniel s'afficher sur l'écran, mon cœur a fait un bond. Mon petit-fils n'appelait jamais à cette heure. Jamais. Mamie. Sa voix était à peine un murmure, tremblante comme la flamme d'une bougie dans le vent. Daniel, mon chéri, qu'est-ce qui ne va pas? Mamie, s'il te plaît, il faut que tu m'écoutes. Il y avait quelque chose dans son ton qui m'a glacé le sang. Pas vraiment de la panique, mais quelque chose de pire. Une peur mêlée d'urgence. Ne mets pas ton manteau rouge aujourd'hui, s'il te plaît. J'ai jeté un coup d'œil au porte-manteau près de la porte d'entrée, où mon manteau d'hiver rouge cerise était suspendu, comme chaque matin de cet hiver en Dordogne. Je l'avais acheté il y a 3 ans à Périgueux, une folie que j'avais justifiée parce qu'il me rendait visible sur les routes de campagne sombres, en sécurité. « Daniel, de quoi parles-tu? » « S'il te plaît, mamie, ne le mets pas. Mais n'importe quoi d'autre. Promets-le-moi. » « Tu me fais peur, mon cœur. Où es-tu? Est-ce que tu vas bien? » « Je ne peux pas t'expliquer maintenant. Tu comprendras bientôt. Promets-le-moi, s'il te plaît. » La communication a été coupée. Je suis restée assise là, le téléphone se refroidissant contre mon oreille, fixant ce manteau rouge. La maison me semblait soudainement différente, comme si quelque chose avait changé dans les murs mêmes. Dehors, les premiers oiseaux commençaient leurs chants matinaux, inconscients de l'effroi qui s'insinuait dans ma poitrine. Je n'ai pas mis le manteau rouge. À la place, j'ai enfilé ma vieille veste marron, celle aux coudes usés que je gardais habituellement pour travailler dans la grange. Quelque chose dans la voix de Daniel avait touché une corde sensible de mon instinct de grand-mère. Ce savoir ancestral qui me disait de lui faire confiance sans poser de questions. À 9 heures, j'ai descendu notre longue allée de gravier vers la route départementale où le bus s'arrêtait. Je prenais le même bus, pour le village tous les mardis et vendredis depuis 5 ans. Depuis que mon mari Gérard était décédé et que j'avais vendu notre deuxième voiture, la routine était réconfortante. Bus à 9h15, course à l'épicerie, déjeuner chez Yvette, retour à la maison pour 15 heures. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas de bus. À la place, il y avait des voitures de la gendarmerie. 4 d'entre elles, leurs gyrophares peignant le matin gris de rouge et de bleus urgents. Du ruban jaune était tendu autour de l'abribus, cette simple structure à 3 côtés où j'avais attendu d'innombrables fois, lisant mon livre ou regardant les champs de blé s'étendre vers l'horizon. Le capitaine Thomas Bernard m'a vu approcher et s'est immédiatement avancé, la main levée. « Hélène Dubois, vous devez rester en arrière, s'il vous plaît. »« Thomas, que s'est-il passé? Je dois prendre le bus? » ?»« Il n'y aura pas de bus ce matin, Hélène. » Son visage était grave, les rides autour de ses yeux plus profondes que dans mon souvenir. Nous étions allés au lycée ensemble, il y a 45 ans. Il y a eu un incident? Quel genre d'incident? Il a hésité, jetant un regard en arrière vers les techniciens en identification criminelle qui s'affairaient autour de l'abri. Un corps a été retrouvé ici ce matin, vers 6 heures.
Le monde a légèrement basculé. Un corps? Qui? Nous ne l'avons pas encore identifié, mais Hélène? Il a marqué une pause, ses yeux cherchant les miens. Elle portait un manteau rouge, rouge cerise, exactement comme le tien. Mes genoux ont fléchi. Thomas m'a attrapé par le coude, me stabilisant. Ça va? Vous êtes toute pâle. J'ai besoin de m'asseoir. Il m'a guidée vers son véhicule de service et m'a aidé à m'installer sur le siège passager. À travers le pare-brise, je pouvais les voir photographier quelque chose près de l'abri, une forme recouverte d'une bâche blanche. Thomas, Daniel m'a appelé ce matin à 5 heures. Il m'a dit de ne pas mettre mon manteau rouge aujourd'hui. L'expression du capitaine a changé instantanément, passant de celle d'un voisin inquiet à celle d'un homme de loi concentré. Votre petit-fils vous a appelé? Qu'a-t-il dit exactement? J'ai répété la conversation mot pour mot. Thomas a sorti son carnet, écrivant rapidement. Où est Daniel maintenant? Je ne sais pas. Il ne l'a pas dit. Il avait l'air terrifié. Thomas, quand l'as-tu vu pour la dernière fois? Au dîner de dimanche, il y a 3 jours. Il semblait bien alors. Normal. Mais même en le disant, je me suis demandé si c'était vrai. Avait-il semblé normal? Ou avais-je été trop prise par le chaos familial habituel pour le remarquer? Le dîner du dimanche au mas était une tradition que je maintenais depuis 30 ans. Mon fils Romain, sa femme Véronique et Daniel venaient tous sans faute. Mais, dernièrement, les repas avaient été tendus. Véronique me poussait à vendre la ferme pour déménager dans une résidence pour seniors au village, l'Épine Dorée. Elle avait apporté des brochures, des plans, des projections financières. « Maman, tu ne rajeunis pas », avait dit Romain, faisant écho aux paroles de sa femme. « Cet endroit est trop grand pour que tu le gères seul. » Mais ce n'était pas trop. C'était ma vie. Chaque pièce contenait des souvenirs de Gérard, de l'éducation de Romain, des étés avec Daniel courant dans les champs. L'idée de partir me rendait physiquement malade. J'ai détaillé tout cela à Thomas, lui expliquant la pression constante que Véronique exerçait. Il écoutait attentivement, son stylo grattant sur le papier, chaque détail semblant ajouter une nouvelle couche à une histoire qu'il commençait à peine à comprendre. Un jeune lieutenant s'est approché de la voiture. Une femme aux yeux vifs et aux cheveux sombres tirés en un chignon serré. « Mon capitaine, Madame Dubois, je suis le lieutenant Roxane Morin. Je comprends que votre petit-fils pourrait avoir des informations sur cet incident. » J'ai de nouveau expliqué l'appel de Daniel. Elle a échangé un regard avec Thomas. « Nous devons parler à Daniel dès que possible. Avez-vous un moyen de le joindre? » J'ai essayé d'appeler, mais je suis tombée directement sur sa messagerie vocale. J'ai réessayé 3 fois. Rien. « Il vit avec vous? » a demandé le lieutenant Morin. « Non, il vit avec mon fils et ma belle-fille au village. Il a 19 ans, il étudie à l'IUT. Nous aurons besoin de leur adresse. » Je la lui ai donnée, un sentiment de malaise grandissant dans mon estomac. Dans quoi Daniel s'était-il fourré? Et pourquoi était-il au courant pour cette femme avant tout le monde? La radio du lieutenant a crépité. Une voix a dit quelque chose à propos de la police scientifique et des premières constatations. Morin s'est éloigné pour répondre, me laissant seule avec Thomas. « Hélène, je dois te demander quelque chose. » La voix de Thomas était basse, presque apologétique. « Quand as-tu porté ce manteau rouge pour la dernière fois? » Hier. Je l'ai mis pour aller au village pour mon club de lecture. Et combien de personnes sauraient que tu le portes régulièrement? La question m'a frappée comme de l'eau glacée. Tout le monde, je suppose. Je le porte chaque fois que je sors. Il est distinctif. C'est pour ça que je l'ai acheté. Et qui saurait spécifiquement que tu prends le bus le mardi et le vendredi matin à cet arrêt? Ma famille,
Les autres habitués du bus, Yvette au bistrot, probablement la moitié du village. Ma voix montait. Thomas, que suggères-tu? Je ne suggère rien pour l'instant. Mais quelqu'un a été tué ici, portant un manteau identique au tien, à l'endroit exact où tu serais normalement debout, et ton petit-fils t'a averti de rester à l'écart. Les implications se sont écrasées sur moi comme une vague. Quelqu'un avait voulu me tuer, et d'une manière ou d'une autre, incroyablement, Daniel le savait. La radio de Thomas a éclaté de statique et de voix urgentes. Il l'a pressé contre son oreille, son visage s'assombrissant. « Répétez ça », a-t-il dit dans la radio. Plus de statique, une voix que je ne pouvais pas distinguer. Thomas m'a regardé, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui a arrêté mon cœur. Pas seulement de l'inquiétude maintenant, mais de la suspicion. « Hélène, je vais avoir besoin que vous veniez à la gendarmerie avec moi. » Pourquoi? Que se passe-t-il? Le corps. Nous venons de l'identifier grâce à son téléphone. Qui est-ce? La mâchoire de Thomas s'est crispée. Son nom est Chloé Morin. Elle travaillait au service du cadastre au chef-lieu et selon les journaux d'appel de son téléphone, elle a été en contact avec votre petit-fils, Daniel, plusieurs fois au cours des 2 dernières semaines. Le matin est soudainement devenu plus froid que n'importe quel hiver de Dordogne que j'avais jamais connu. Il y avait une humidité pénétrante qui semblait s'infiltrer non seulement dans mes os, mais aussi dans mon âme. Il y a autre chose, a continué Thomas, sa voix se faisant plus grave, comme s'il pesait chaque mot avant de le prononcer. Nous avons trouvé un document dans la poche de son manteau. C'est un acte de propriété pour votre ferme. C'est impossible. Le mas est dans ma famille depuis 4 générations. Il n'y a aucune question sur l'acte de propriété. Mon ton était ferme, mais une fissure de doute commençait à apparaître dans ma certitude. Hélène, cet acte est daté du mois dernier. Et selon le document, vous avez cédé la propriété à votre fils, Romain, et à sa femme, Véronique. C'est de la folie. Je ne ferai jamais... La signature semble authentique. Le service des hypothèques en a une copie dans ses dossiers, officiellement enregistrée il y a 3 semaines. Le monde a tourné. Je me suis agrippée à la poignée de la portière pour me stabiliser. Je n'ai rien signé. Thomas, tu dois me croire. Je ne renoncerai jamais à cette ferme. Mais même en le disant, le doute s'est insinué. Avais-je signé quelque chose sans m'en rendre compte? Véronique mettait toujours des papiers devant moi pendant le dîner, me demandant de signer des mises à jour pour les polices d'assurance, des documents fiscaux, des formulaires médicaux pour l'assurance maladie. Elle travaillait dans l'immobilier. Elle s'occupait de paperasse à longueur de journée. M'avait-elle trompée pour que je signe l'acte de vente de ma propre maison? Nous allons tirer ça au clair, a dit Thomas. Mais sa voix manquait de conviction. Pour l'instant, j'ai besoin que vous veniez avec moi. Nous devons prendre votre déposition, et nous devons trouver Daniel. Alors que je me levais pour le suivre, j'ai aperçu un mouvement du coin de l'œil. Une voiture était garée à une 50aine de mètres sur la route, partiellement cachée par un bosquet de peupliers. Une berline bleu foncé. Le moteur tournait. Je pouvais voir la fumée d'échappement dans l'air froid. Et derrière le volant, nous observant, se trouvait ma belle-fille, Véronique. Nos regards se sont croisés à distance. Elle n'a pas fait de signe, n'a pas souri. Elle m'a juste regardée avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Froide, calculatrice, presque triomphante. Puis, elle a passé une vitesse et s'est éloignée. Thomas, ai-je dit doucement. Je pense que je sais qui pourrait avoir des réponses à propos de cet acte. Mais je ne pense pas que vous allez aimer ce que nous allons trouver. La brigade de gendarmerie sentait le café brûlé et les vieux papiers. J'y étais venue 2 fois auparavant.
Une fois, lorsque Gérard avait signalé le vol de notre tracteur il y a 30 ans. Et une autre fois, pour renouveler mon permis de chasse pour la carabine que je gardais dans la grange pour les sangliers. Jamais comme témoin. Jamais en lien avec un meurtre. Thomas m'a installé dans une salle d'interrogatoire au mur vert pâle et avec un miroir que je savais être une vitre sans teint. Le lieutenant Morin s'est assise en face de moi. Un enregistreur entre nous. « Madame Dubois, je vais vous demander de tout me raconter à nouveau. Chaque détail de l'appel de Daniel. » J'ai tout répété, mais cette fois je me suis forcée à me souvenir de plus. Le bruit de fond pendant l'appel de Daniel. Il y avait eu quelque chose. De la circulation, peut-être? Ou était-ce le vent? Non, c'était de l'eau. De l'eau qui coule, comme un ruisseau ou une rivière. Il n'appelait pas de la maison. Il y avait de l'eau en arrière-plan, ai-je dit. Il était quelque part, à l'extérieur. Morin a pris une note. Votre petit-fils a 19 ans. A-t-il des antécédents de problèmes? Jamais. Daniel est un bon garçon. Il étudie le génie mécanique à l'IUT. Il travaille à temps partiel à la quincaillerie. Il n'a même jamais eu d'excès de vitesse. Mes paroles étaient remplies d'une conviction profonde, mais une petite voix en moi se demandait ce que je ne savais pas. Les jeunes gens avaient des vies secrètes, des mondes intérieurs que même les grands-mères les plus attentives ne pouvaient pas toujours percer. Quelle est sa relation avec ses parents? J'ai hésité. C'était une affaire de famille, des questions privées, mais une femme était morte et Daniel avait disparu. Son père, mon fils Romain, travaille de longues heures à l'agence d'assurance. Il n'est pas très présent. Et Véronique... J'ai choisi mes mots avec soin. Véronique est très axée sur les apparences, sur le statut. Daniel et elle se sont heurtés dernièrement. À propos de... Quoi? À propos de moi. À propos de la ferme. Véronique veut que je la vende, que je déménage en résidence médicalisée. Daniel pense que je devrais la garder. Ils se sont disputés à ce sujet lors des dîners du dimanche. Morin s'est penché en avant. Madame Dubois, je dois vous le demander directement. Pensez-vous que votre belle-fille pourrait être impliquée dans la falsification de cet acte de propriété? Avant que je puisse répondre, la porte s'est ouverte. Thomas est entré, l'expression sombre. Hélène, votre fils est là. Il exige de vous voir. Romain, laissez-le entrer. Il a amené un avocat. Hélène, ils disent que vous ne devriez plus répondre à aucune question sans votre propre représentation légale. Mon estomac s'est noué. Pourquoi aurais-je besoin d'un avocat? C'est moi la victime ici. Thomas et Morin ont échangé un regard. Morin a parlé avec précaution. Madame Dubois, il y a quelques complications. L'acte falsifié, s'il est falsifié, porte votre signature. Chloé Morin, la victime, travaillait au cadastre et avait accès aux documents officiels. Et votre petit-fils, qui vous a averti du meurtre, a pris la fuite. Que voulez-vous dire? Je veux dire que certaines personnes pourraient interpréter cela comme si vous étiez impliqué dans un complot qui a mal tourné. Que peut-être vous, Daniel et Chloé Morin travailliez ensemble et que quelque chose s'est produit. L'accusation m'a frappé comme un coup de poing. C'est ridicule. Pourquoi falsifierais-je un acte pour donner ma propre propriété? Sauf si vous ne la donniez pas vraiment, a dit Morin doucement. Sauf si cela faisait partie d'un plan pour piéger quelqu'un d'autre. Votre belle-fille, peut-être? Non, absolument pas. Je ne ferai jamais. La porte s'est ouverte à nouveau et Romain a fait irruption. Un homme mince dans un costume cher le suivait de près. Maman ne dit plus un mot. Mon fils avait l'air débraillé, ses cheveux normalement soignés en désordre, sa cravate desserrée. Voici maître Pierre Martin. C'est un avocat pénaliste. Nous partons maintenant. Romain, je n'ai pas besoin d'un avocat de la défense. Je n'ai rien fait de mal. Mère, une femme est morte.
Les gendarmes pensent que Daniel pourrait être impliqué. Et Véronique vient de me parler de cette histoire absurde d'acte de propriété. Nous devons nous protéger. Nous protéger de quoi? Maître Martin s'est avancé avec aisance. Madame Dubois, je vous conseille vivement de ne plus répondre à aucune question sans la présence d'un conseil. Mon capitaine, lieutenant, nous en avons terminé ici, à moins que vous n'inculpiez ma cliente de quelque chose. Thomas avait l'air mal à l'aise. Hélène est libre de partir, mais nous devrons lui reparler. Alors que maître Martin me faisait sortir, j'ai croisé le regard de Morin. Elle me regardait avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. De la suspicion, de la curiosité ou autre chose. Une fois dans le parking, Romain m'a attrapé par le bras, sa poigne plus forte que d'habitude. « Maman, dans quoi t'es-tu fourrée ?» Sa voix était un mélange de panique et de reproche. « Moi ? Romain, je ne me suis fourrée dans rien. Quelqu'un a essayé de me tuer ce matin. Cette femme est morte parce qu'elle portait un manteau comme le mien. » Je pouvais voir le conflit dans ses yeux, l'incrédulité luttant contre la peur. « C'est insensé. Qui voudrait te tuer ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux, forçant la vérité à se frayer un chemin à travers son déni. « Savais-tu pour cet acte de propriété, celui qui est censé transférer la ferme à toi et à Véronique ?» Son visage a blêmi. « Quoi ? Non. Quel acte ? » Celui qui a été déposé au service des hypothèques il y a 3 semaines, avec ma signature dessus, vous donnant, à toi et à ta femme, ma ferme. « C'est impossible. Je n'ai jamais... » Il s'est arrêté net, son expression changeant, alors qu'une terrible prise de conscience s'abattait sur lui. « Véronique. Oh, Véronique. Quoi, à propos d'elle ? Elle me harcèle depuis des mois pour que je te convainque de vendre. Elle dit que la ferme est située sur un terrain de premier ordre pour le développement, que nous pourrions gagner des millions si nous le divisions en lots. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que tu n'accepterais jamais, mais elle a continué d'insister. Il a passé une main dans ses cheveux, les ébouriffant encore plus. Tu ne penses pas qu'elle aurait vraiment falsifié quelque chose ? Ta femme observait la scène de crime ce matin, Romain. Elle était garée sur le bas-côté, en train de regarder. Et quand elle m'a vu, elle est partie. Maître Martin est intervenu, sa voix calme et contrôlée coupant court à notre conversation enflammée. Madame Dubois, Monsieur Dubois, je pense vraiment que vous devriez poursuivre cette conversation dans un endroit plus privé. Et vous devriez tous les deux vous abstenir de faire des accusations tant que nous n'aurons pas tous les faits. Romain m'a ramené à la maison en silence. Le mas me semblait différent, comme si je le voyais à travers de nouveaux yeux. Quelqu'un voulait me prendre ça. Avait tué pour ça, ou avait essayé. Alors que nous remontions l'allée, j'ai vu une autre voiture garée près de la grange. La Lexus blanche de Véronique. Qu'est-ce qu'elle fait ici ? La voix de Romain était tendue. Nous l'avons trouvée dans ma cuisine, en train de fouiller dans mon classeur. « Qu'est-ce que tu fiches ici ?» a exigé Romain. Véronique s'est retournée, surprise, mais son masque de composure est rapidement revenu en place. Ses cheveux blonds, parfaitement coiffés, n'ont pas bougé. Son maquillage était impeccable malgré l'heure matinale. Elle avait toujours été belle de cette manière calculée, comme une publicité de magazine pour le succès en banlieue. « Romain, j'étais juste... Je cherchais des documents pour aider ta mère, des papiers juridiques, des formulaires d'assurance, n'importe quoi qui pourrait prouver qu'elle n'a pas signé cet acte. » En entrant par effraction dans sa maison et en fouillant dans ses dossiers privés, ai-je demandé, ma voix glaciale. « J'ai une clé. Ta mère me l'a donnée il y a des années pour les urgences. » J'ai fait un pas en avant, gardant ma voix stable. « Véronique, as-tu falsifié ma signature sur un acte de propriété ? »
Son visage s'est transformé. Le masque d'inquiétude s'est fissuré, révélant quelque chose de froid et de dur en dessous. Bien sûr que non. Comment oses-tu m'accuser? Après tout ce que j'ai fait pour cette famille, toutes les fois où j'ai essayé de t'aider à prendre des décisions sensées? M'aider ou t'aider toi-même? Hélène, tu deviens paranoïaque. Cette ferme est un fardeau que tu ne peux pas gérer. J'essayais de te protéger de toi-même. En volant ma propriété? Je n'ai rien volé! Sa voix a monté, aiguë et cassante. Mais peut-être que si quelqu'un a falsifié cet acte, il t'a rendu service. Cet endroit tombe en ruine. Tu tombes en ruine. Combien de temps avant que tu ne tombes dans ces escaliers et que tu meurs seul sans que personne ne te trouve pendant des jours? Romain lui a attrapé le bras. Véronique, arrête ça. Elle s'est dégagée de sa prise. Non, je n'arrêterai pas. Quelqu'un doit lui dire la vérité. Elle s'accroche à cette ferme comme si c'était un radeau de sauvetage. Mais en réalité, c'est une ancre qui la tire vers le bas. Qui nous tire tous vers le bas. Dehors, ai-je dit doucement. Quoi? Sors de ma maison, maintenant. Les yeux de Véronique se sont rétrécis. Très bien. Mais tu devrais savoir, Hélène, cet acte est légal et contraignant. J'ai vu les documents moi-même ce matin au service des hypothèques. Ta signature est notariée, attestée par des témoins. Que tu te souviennes de l'avoir signé ou non, tu l'as fait. Et en France, un transfert de propriété correctement exécuté est valide même si le cédant prétend qu'il ne comprenait pas ce qu'il signait. Comment sais-tu ça? A demandé Romain lentement. Elle a souri, un sourire aussi tranchant qu'un couteau. Parce que je me suis renseignée? Évidemment. Je travaille dans l'immobilier, tu te souviens? Je connais le droit de la propriété. Après son départ, Romain s'est effondré sur une chaise à la table de la cuisine, la tête dans les mains. Je suis désolée, maman. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Je l'ai cru. Romain avait toujours été faible, facilement influençable, mais pas malveillant. Son père avait l'habitude de plaisanter en disant que Romain était né sans colonne vertébrale, qu'il se pliait dans la direction où le vent soufflait le plus fort. « Nous devons trouver Daniel », ai-je dit. « Les gendarmes le cherchent. » C'est ce qui m'effraie. Romain, Daniel a appelé pour me prévenir. Il m'a sauvé la vie, mais maintenant il est en fuite, ce qui signifie qu'il a peur de quelque chose ou de quelqu'un. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. « Mamie, je suis désolée. Je ne savais pas que ça irait aussi loin. Retrouve-moi au vieux moulin à minuit. Viens seul. Il te surveille. » J'ai montré le message à Romain. Son visage est devenu encore plus pâle. « Tu ne peux pas y aller? Ça pourrait être un piège? » C'est Daniel. « Tu n'en sais rien. Ça pourrait être n'importe qui. » Mais je savais, parce que le message se terminait par quelque chose que seuls Daniel et moi pouvions comprendre. Souviens-toi de l'été des fraises. L'été où Daniel avait 7 ans. Nous avions planté des fraises ensemble, tout un carré derrière la grange. Nous en avions mangé tellement lors de la première récolte que nous étions tombés malades tous les deux. C'était devenu notre blague privée, notre code pour « fais-moi confiance ». « J'y vais », ai-je dit. « Alors, je viens avec toi. » Non, le message disait « Viens seul. » « Maman, s'il te plaît ?» Romain, pour une fois dans ta vie, fais-moi confiance pour gérer quelque chose. Ma voix était plus dure que je ne l'avais prévu. Ta femme est impliquée dans quelque chose de criminel. Ton fils est en danger et quelqu'un a essayé de me tuer ce matin. Je n'ai plus le luxe d'être prudente. Il est parti à contre-cœur, me faisant promettre de l'appeler dès mon retour. Après que ses feux arrière eurent disparu au bout de l'allée, je suis restée assise dans l'obscurité grandissante, en train de réfléchir.
Le vieux moulin était à 20 kilomètres de là. Un moulin à grains abandonné sur la Vézère, qui avait fermé ses portes il y a 20 ans. Les adolescents y allaient parfois pour faire la fête. Daniel y était allé au lycée. J'avais trouvé des canettes de bière dans sa voiture une fois. Mais pourquoi là-bas? Et pourquoi minuit? J'ai essayé de rappeler le numéro de Daniel. Directement sur la messagerie vocale. À 23h30, j'ai attrapé ma lampe de poche et je me suis dirigé vers mon vieux 4x4. La veste marron au lieu du manteau rouge. La nuit était sans lune, épaisse de nuages menaçant la neige. Alors que je sortais de l'allée, des phares se sont allumés derrière moi. Quelqu'un avait attendu dans l'obscurité, garé le long de la route départementale. Ils m'ont suivi, gardant une distance constante tout le long du trajet jusqu'à la nationale. Les phares sont restés avec moi pendant près de 20 kilomètres, ne réduisant jamais la distance, ne se laissant jamais distancer. Une surveillance professionnelle, ai-je réalisé, pas un amateur qui suit de trop près ou qui reste trop loin derrière. Quiconque était derrière moi savait ce qu'il faisait. J'ai envisagé d'appeler Romain, d'appeler Thomas. Mais le message de Daniel avait été explicite. Viens seul. Et cette référence à l'été des fraises signifiait qu'il était en réel danger. Le genre de danger où l'implication de la police pourrait aggraver les choses. À 5 kilomètres du vieux moulin, j'ai pris une décision. Il y avait un embranchement devant moi, une étroite route forestière qui traversait les terres de l'État. Gérard et moi l'empruntions quand nous allions à la chasse aux champignons. Elle faisait une boucle pour revenir sur la nationale environ 8 kilomètres plus au sud. J'ai éteint mes phares et j'ai tourné sur la route forestière, accélérant dans l'obscurité. Mon 4x4 a rebondi sur les ornières et les trous, les branches raclant les côtés. Derrière moi, j'ai vu les phares de l'autre véhicule balayer l'embranchement, puis les feux de stop s'embraser en rouge alors qu'ils réalisaient que j'avais disparu. Je n'ai pas ralenti. La forêt se pressait de chaque côté, et sans phare, je naviguais de mémoire et au clair de lune, qui peinait à percer les nuages. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. La route forestière m'a ramené sur la nationale au sud de mon poursuivant. J'ai attendu, le moteur au ralenti, guettant des phares en approche. Rien. Je les avais semés. J'ai pris un chemin plus long pour me rendre au moulin, en passant par des petites routes, vérifiant constamment si j'étais suivi. Quand je suis arrivé sur le parking délabré, il était 00h15. Le vieux moulin de la Vézère se dressait contre le ciel, comme une pierre tombale. 4 étages de bois pourri et de fenêtres brisées. La rivière se précipitait à côté, gonflée par la fonte des neiges, le son remplissant l'obscurité. Le faisceau de ma lampe de poche a percé la nuit alors que je m'approchais de l'entrée principale. « Daniel » ai-je appelé doucement. Pas de réponse, juste la rivière et le vent à travers les espaces vides. Je suis entré. Le sol était couvert de débris, de verres brisés, de vieux équipements, de graffitis sur tous les murs. Ma lampe de poche a trouvé des escaliers menant à l'étage, et j'ai grimpé avec précaution, testant chaque marche. Au 2e étage, je l'ai trouvé. Daniel était assis sur une caisse renversée, son visage émacié dans le faisceau de la lampe de poche, les yeux rouges d'avoir pleuré ou de manque de sommeil. Il semblait avoir vieilli de 5 ans en 3 jours. « Mamie ?» Sa voix s'est brisée. « Je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée. » Je me suis précipitée vers lui, les serré dans mes bras. Il tremblait. « C'est bon, mon chéri. Quoi qu'il soit arrivé, nous allons arranger ça. »« Non, on ne peut pas. Mamie, j'ai fait quelque chose de terrible. Je l'ai aidé. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas que ça irait. » Il s'est étouffé dans un sanglot. « Aider qui? Véronique ?» Il s'est reculé, essuyant ses yeux. « Pas Véronique, Chloé. Chloé Morin, la femme qui est morte. » « Raconte-moi tout. »
ai-je dit, ma voix douce mais ferme, créant un espace de sécurité au milieu du chaos de ce lieu abandonné. L'histoire est sortie par fragments, les mots se bousculant les uns les autres dans un torrent de culpabilité et de peur. Il y a 3 mois, Daniel avait rencontré Chloé dans un café près de son AUT. Elle était jolie, drôle, intelligente, âgée de 28 ans, et travaillait au service du cadastre. Ils avaient commencé à sortir ensemble. Elle semblait parfaite. Mamie, elle disait qu'elle me comprenait, qu'elle comprenait ce que je ressentais pour toi et la ferme. Elle a dit que sa grand-mère avait aussi perdu sa propriété, que des promoteurs l'avaient trompée. Sa voix était pleine d'une amertume qui n'était pas seulement dirigée contre Chloé, mais contre sa propre naïveté. « Daniel, qu'as-tu fait ?» Elle m'a posé des questions sur la ferme, sur l'acte de propriété, l'historique juridique. Elle a dit qu'elle voulait aider à la protéger, s'assurer que personne ne pourrait jamais te la prendre. Elle travaillait avec les registres de propriété. Elle savait comment tout vérifier. Mon sang s'est glacé. Tu lui as donné accès aux documents de la ferme? Je pensais que j'aidais. Elle a dit qu'elle pouvait marquer l'acte, y mettre des protections. Mais ensuite, sa voix est tombée à un murmure. La semaine dernière, je l'ai vue rencontrer Véronique dans un restaurant du centre-ville. Je les ai suivis, mamie. Je les ai regardés parler pendant 2 heures. Et quand j'ai confronté Chloé à ce sujet, elle a ri. Comment ça, elle a ri? Elle a dit que j'étais juste un idiot utile, que Véronique l'avait engagée des mois avant même que nous nous rencontrions. Que tout, les rendez-vous, la relation, tout était planifié. Elle était censée se rapprocher de moi, obtenir des informations sur toi et la ferme, et aider Véronique à falsifier le transfert de propriété. La manipulation était à couper le souffle, calculée, cruelle. Mais pourquoi quelqu'un l'a-t-elle tuée? Ai-je demandé. Parce qu'elle est devenue gourmande. Daniel s'est levé, arpentant le petit espace. Chloé m'a dit cette nuit-là qu'elle avait exigé plus d'argent de la part de Véronique, beaucoup plus. Elle a dit qu'elle avait des copies de tout, la signature falsifiée, les emails, la preuve de tout le complot. Elle allait faire chanter Véronique pendant des années. Et Véronique l'a tuée? Je ne sais pas. C'est pour ça que je t'ai prévenu pour le manteau. Chloé m'a appelé à 4h30 hier matin. Elle était terrifiée, elle pleurait, disant que quelqu'un la suivait. Elle a dit qu'elle avait pris ton manteau rouge dans ton cellier pendant le dîner de dimanche. C'est pour ça qu'elle le portait. Elle allait te rencontrer à l'arrêt de bus. Elle allait tout avouer et te donner les preuves, mais elle avait peur. Mamie, elle a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais te prévenir. Et puis, la communication a été coupée. Je me suis assise lourdement sur une caisse, digérant l'information. Donc, Chloé avait été assassinée avant de pouvoir me rencontrer et exposer Véronique. Mais je ne pense pas que ce soit Véronique qui l'ait tuée. Daniel a sorti quelque chose de la poche de sa veste. Une clé USB. Chloé m'a donné ça il y a 2 jours, avant que tout ne tourne mal. Elle a dit que c'était une assurance. Des copies de tous les documents, de tous les emails, entre elle et Véronique, des enregistrements d'appels téléphoniques. L'as-tu regardé? En partie. Mamie, c'est grave. Véronique a falsifié ta signature sur plusieurs documents, pas seulement l'acte de propriété. Il y a des demandes de prêt, des procurations, même un testament. Un testament? Laissant tout à Romain et à elle, daté d'il y a 6 mois, et il y a plus. Ses mains tremblaient alors qu'il me tendait la clé. Il y a des emails sur l'embauche de quelqu'un? Quelqu'un pour s'assurer que tu aies un accident après que le transfert de propriété soit terminé? Le moulin abandonné m'a semblé soudainement glacial, l'humidité des murs de pierre se propageant en moi. Véronique allait me faire tuer. Les emails n'utilisent pas son nom, ils sont codés.
Prudent. Mais Chloé savait qui c'était. Elle a gardé des traces de tout. Les yeux de Daniel étaient désespérés. Mais voici ce que je ne comprends pas. Le dernier dossier sur cette clé, il est crypté. Je ne peux pas l'ouvrir. Et il y a un fichier vidéo qui ne se lance pas. Il est corrompu ou quelque chose comme ça. Chloé a dit que c'était la preuve la plus importante, mais je ne peux pas y accéder. J'ai pris la clé USB, la tournant dans mes mains. Nous devons donner ça à la gendarmerie. Non, mamie, tu ne comprends pas. Il y a des flics impliqués. Quoi? Dans les emails, Chloé mentionne avoir payé quelqu'un à la gendarmerie. Quelqu'un qui a aidé à déposer le faux acte, qui s'est assuré qu'il avait l'air légitime. Nous ne savons pas qui. Ça pourrait être n'importe qui. Le visage de Thomas a traversé mon esprit. Mon vieil ami du lycée. Mais non, pas Thomas. Il ne pouvait pas l'être. Il y a autre chose, a dit Daniel. Ce matin, après que Chloé a été tuée, je suis allée à son appartement. La porte était ouverte. L'endroit était saccagé. Quelqu'un l'avait fouillé, l'avait mis sens dessus-dessous. Et j'ai trouvé ça. Il m'a tendu un morceau de papier plié. C'était la photocopie d'un relevé bancaire. Le relevé bancaire de Véronique. Il y a 2 semaines, elle avait retiré 50 000 € en espèces. L'argent du sang, ai-je murmuré. Le paiement pour Chloé? Ou le paiement pour celui qui l'a tuée? Peut-être les deux. Daniel m'a attrapé par les épaules. Mamie, nous devons fuir. Tous les deux. Prendre ces preuves et disparaître jusqu'à ce que nous puissions savoir à qui faire confiance. Je ne vais pas fuir ma propre maison. Alors tu vas mourir. Tu ne comprends pas? Véronique a déjà tué une fois. Elle n'arrêtera pas tant que tu ne seras pas morte et que cette ferme ne sera pas à elle. Des bruits de pas ont résonné en bas. Des bottes lourdes sur le plancher en bois. Nous nous sommes figés. Daniel a éteint sa lampe de poche et j'ai fait de même. Dans l'obscurité soudaine, j'ai entendu plusieurs paires de pieds. Au moins 3 personnes. Madame Dubois, a appelé une voix. Pas la voix de Thomas. Quelqu'un de plus jeune. Nous savons que vous êtes ici. Nous voulons juste parler. Daniel m'a tiré vers l'arrière de l'étage, vers une porte que je n'avais pas remarquée. Nous nous sommes glissés dans ce qui ressemblait à un ancien bureau, avec des fenêtres donnant sur la rivière 10 mètres plus bas. Il y a une issue de secours, a chuchoté Daniel. De l'autre côté. Mais avant que nous puissions bouger, la porte du bureau s'est ouverte. Un homme se tenait en silhouette contre la faible lumière de la pièce principale. Il portait un uniforme de gendarme. « Madame Dubois, s'il vous plaît. Nous voulons vraiment juste parler. Je suis l'adjudant Marcus Hall. Le capitaine Bernard m'a envoyé vous trouver. »« Restez en arrière, » ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le sentais. « Madame, votre fils a signalé votre disparition. Nous vous cherchons depuis des heures. Vous n'avez pas d'ennui. Nous devons juste nous assurer que vous êtes en sécurité. » Si c'est vrai, pourquoi avez-vous amené des renforts? Pourquoi vous faufilez-vous dans un bâtiment abandonné la nuit? L'expression de Hall a changé. Dans l'obscurité, je ne pouvais pas la lire clairement, mais quelque chose a changé dans sa posture. Parce que, a dit une voix de femme derrière lui, nous devions nous assurer que vous veniez seul. Véronique est apparue. Elle avait l'air différente. Ses cheveux étaient tirés en arrière sévèrement, son maquillage minimal. Elle portait des vêtements sombres, des bottes pratiques. Ce n'était pas l'agent immobilier raffiné qui s'asseyait à ma table du dimanche. C'était quelqu'un d'autre entièrement. « Bonsoir, Hélène, » dit-elle agréablement. « Je crois que mon beau-fils a quelque chose qui m'appartient. » L'adjudant Hall s'est écarté et j'ai vu qu'il avait la main sur son arme de service. Pas dégainée, mais prête. Daniel s'est placé devant moi. « Laisse-la tranquille. »« Daniel, Daniel,
Daniel. Véronique secoua la tête tristement. Tu aurais vraiment dû rester en dehors de ça. Chloé disait que tu étais gentil mais stupide. Je commence à croire qu'elle avait raison. C'est vous qui l'avez tué, ai-je dit, ma voix tranchante comme du verre brisé. Bien sûr que non. Je ne ferai jamais quelque chose d'aussi salissant moi-même. Son sourire était terrible. C'est à ça que servent les employés. Malheureusement, la mort de Chloé était nécessaire. Elle est devenue trop ambitieuse. Elle pensait pouvoir jouer dans la cour des grands. Elle ne le pouvait pas. Et vous allez nous tuer aussi? Vous tuer? Hélène, pourquoi ferais-je ça? Vous allez nous céder votre ferme ce soir, de votre plein gré, avec l'adjudant Hall ici, comme témoin. Puis, vous allez avoir un accident tragique sur le chemin du retour. Une femme âgée conduisant seule sur des routes de campagne sombres. Ce sont des choses qui arrivent. Des gens savent que nous sommes ici. Vraiment? Votre fils pense que vous êtes allé vous coucher il y a des heures. Le capitaine pense que vous êtes en sécurité chez vous. Personne ne sait pour cette réunion, à part les personnes présentes dans cette pièce. Elle a tendu la main. Maintenant, donnez-moi la clé USB et facilitons les choses. La main de Daniel s'est refermée sur la mienne. J'ai senti le petit poids de la clé pressé dans ma paume, et j'ai réalisé quelque chose d'important que Véronique avait manqué. Il y a juste un problème avec votre plan, ai-je dit calmement. Oh, et quel est-il? Vous pensez que je suis une vieille femme sans défense. Vous pensez que j'ai laissé passivement tout cela m'arriver? Mais Véronique, j'ai été la femme d'un agriculteur pendant 40 ans. J'ai survécu à la sécheresse, aux inondations, à l'effondrement économique et à la mort de mon mari. J'ai négocié avec les banques, repoussé les promoteurs et dirigé une exploitation que des hommes 2 fois plus âgés que vous disaient que je ne pouvais pas gérer. J'ai sorti mon téléphone, les tenues pour qu'elle puisse voir l'écran. Il enregistrait. Il enregistrait depuis le moment où Daniel avait commencé à parler. Et je suis assez intelligente pour tout documenter. Le visage de Véronique est devenu blanc. L'adjudant Hall a porté la main à son arme et c'est à ce moment-là que la vraie gendarmerie a défoncé la porte. Thomas Bernard est entré par cette porte comme un ange vengeur. 3 autres gendarmes derrière lui. L'expression sur son visage, quand il a vu l'adjudant Hall atteindre son arme, était quelque chose que je n'oublierai jamais. Marcus n'ose même pas. La voix de Thomas était de l'acier pur. Les mains où je peux les voir. Maintenant. Hall s'est figé, puis a lentement levé les mains. Véronique a tenté de s'enfuir vers la fenêtre, mais un des gendarmes lui a attrapé le bras. « Lâchez-moi! C'est du harcèlement! Je suis venue ici chercher ma belle-mère, qui est clairement instable et qui a fait des accusations délirantes. Garde ça pour toi, » a dit Thomas. Nous avons tout écouté pendant les 10 dernières minutes. Il a brandi son propre téléphone, montrant un flux audio en direct. Madame Dubois m'a appelé il y a 20 minutes, m'a dit exactement où elle serait et ce qu'elle soupçonnait. Nous avons enregistré l'intégralité de votre confession. La rage sur le visage de Véronique était quelque chose d'inhumain. Stupide vieille bique, tu crois que tu as gagné? Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Emmenez-les tous les 2, a ordonné Thomas. Meurtre, complot, fraude, tentative de meurtre, corruption de fonctionnaires. Lisez-leur leurs droits. Alors que les gendarmes les emmenaient, Véronique s'est retournée vers moi une dernière fois. Ce n'est pas fini, Hélène. J'ai des avocats, de bons avocats et des amis haut placés. Vous ne prouverez jamais que j'ai tué Chloé. Jamais. Le moulin est retombé dans le silence après leur départ. Juste le murmure constant de la rivière et la respiration saccadée de Daniel à côté de moi. Mamie, quand as-tu appelé le capitaine?
Sur le parking avant d'entrer, je lui ai envoyé un texto depuis le 4x4, lui disant que je te rencontrais, mais que je soupçonnais un piège. Je lui ai demandé de tracer mon téléphone et d'écouter. J'ai serré sa main. Je fais confiance à Thomas. Nous étions au lycée ensemble, tu te souviens? C'est l'un des bons. Thomas est revenu à l'intérieur, le visage las. Hélène, vous avez pris un sacré risque. Je sais, mais j'avais besoin que Véronique avoue, et elle l'a fait. Elle a avoué le complot et la fraude. Mais elle a raison sur un point. Nous ne pouvons toujours pas prouver qu'elle a assassiné Chloé Morin. Elle a été prudente, a utilisé des intermédiaires. L'enregistrement que vous avez obtenu ce soir aide. Mais un bon avocat de la défense argumentera qu'elle ne faisait que jouer le jeu, essayant de se protéger de Hall. Et l'adjudant Hall? Il essaie déjà de négocier un accord. Il dit que Véronique l'a payé 50 000 € pour aider à déposer l'acte frauduleux et fermer les yeux, mais il jure qu'il ne savait rien du meurtre. Le croyez-vous? Thomas a hésité. Je ne sais pas. Marcus est dans la gendarmerie depuis 8 ans. Un bon dossier jusqu'à présent. Mais 50 000 € peuvent pousser les gens à faire des choses qu'ils n'auraient jamais cru possibles. Daniel a brandi la clé USB. Capitaine, il y a plus de preuves ici. Des emails, des enregistrements, des documents. Mais une partie est cryptée. Chloé a dit que c'était la partie la plus importante, mais je ne peux pas y accéder. Notre équipe informatique va s'en occuper. Peut-être qu'ils pourront la déchiffrer. Thomas m'a regardé sérieusement. Hélène, vous et Daniel devez être très prudents au cours des prochains jours. Si Véronique a d'autres personnes qui travaillent pour elle, des gens que nous ne connaissons pas encore, vous pourriez toujours être en danger. Je ne quitte pas ma ferme. Je me doutais que vous diriez ça. Je mettrai une voiture de patrouille au bout de votre allée ce soir. Alors que nous quittions le moulin, l'aube se levait sur les collines, peignant le ciel de nuances de rose et d'or, magnifique et terrible, comme tout ce qui s'était passé. Daniel est rentré avec moi, aucun de nous ne parlant beaucoup. Quand nous sommes arrivés au mas, j'ai vu la voiture de Romain déjà là, garée de travers, comme s'il était arrivé en toute hâte. Il nous a accueillis à la porte, le visage hagard. « Maman, Daniel, Dieu merci, vous allez bien. Le capitaine m'a appelé il y a 1 heure, m'a raconté ce qui s'est passé. » Il a regardé son fils. « Daniel, je suis tellement désolée. J'aurais dû voir ce que Véronique faisait. J'aurais dû vous protéger tous les deux. »« Papa, non. Laisse-moi finir. Ta mère a essayé de me le dire, a essayé de me prévenir que Véronique insistait trop pour la ferme, mais je ne voulais pas le voir. J'ai été faible. Je suis faible. » Sa voix s'est brisée. Ma femme est une meurtrière, et j'étais trop aveugle pour le remarquer. Je lui ai touché le bras doucement. « Romain, tu ne pouvais pas savoir? »« Vraiment? Maman, sois honnête avec moi. Combien de fois, au fil des ans, ai-je choisi Véronique plutôt que toi? Combien de dîners du dimanche l'ai-je laissé t'insulter, te pousser, te faire sentir petite? Combien de fois t'ai-je dit que tu n'étais pas raisonnable alors que tu essayais juste de protéger ce qui t'appartenait? La vérité pesait lourdement entre nous. Trop de fois. Trop d'années à choisir la paix avec sa femme plutôt que la loyauté envers sa mère. On ne peut pas changer le passé, ai-je dit finalement. Mais on peut faire mieux à l'avenir. À l'intérieur, j'ai préparé du café, tandis que Romain et Daniel s'asseyaient à la table de la cuisine. La maison semblait différente maintenant, à la fois violée et reconquise. Véronique avait été ici, fouillant dans mes affaires, me volant, mais elle avait échoué. « Maman, je dois te demander quelque chose, » a dit Romain. « Cet acte qu'elle a falsifié, la ferme est-elle vraiment en danger? » Je ne sais pas.
Thomas dit que son service m'aidera à le contester, mais cela pourrait prendre des mois, voire des années, devant les tribunaux. Et Véronique avait raison sur un point. Le droit de la propriété en France est compliqué. Si un acte semble légitime, s'il est correctement notarié et enregistré, il peut être très difficile de l'annuler. Je témoignerai. Je dirai au tribunal que je n'ai jamais autorisé ce transfert, que je n'étais pas au courant. Ce ne sera peut-être pas suffisant. Tu es son mari. Il pourrait argumenter que tu essaies juste de la protéger. Daniel s'est éclairci la gorge. Et les fichiers cryptés sur la clé USB? Peut-être qu'il y a quelque chose dedans qui prouve que l'acte est un faux. Peut-être, mais nous ne le saurons pas tant que l'équipe informatique n'aura pas déchiffré le cryptage. J'ai siroté mon café, réfléchissant. Il y a autre chose qui me préoccupe. Chloé Morin a travaillé au service du cadastre pendant 3 ans. C'est long. Et si ce n'est pas la première propriété qu'elle et Véronique ont ciblée? Les yeux de Romain s'écarquillèrent. Tu penses qu'elles ont déjà fait ça avant? Véronique est trop habile, trop expérimentée. La façon dont elle a tout mis en place, les emails codés, les intermédiaires, cela ressemble à un plan répété. Nous devons le dire au capitaine. Nous le ferons. Mais d'abord, je veux faire quelques recherches par moi-même. Je me suis levée, me dirigeant vers mon petit bureau attenant à la cuisine. Véronique avait mentionné lors d'un de ses argumentaires de vente qu'elle avait aidé plusieurs clients âgés à faire la transition hors de leur propriété au cours de l'année écoulée. Elle l'avait présenté comme un acte de bienveillance, comme si elle leur rendait service. J'ai sorti le dossier où j'avais gardé toutes les brochures et documents de Véronique. Son agence immobilière s'appelait Promotion Sommet, et selon sa carte de visite, elle avait été la meilleure vendeuse pendant 3 ans de suite. Daniel, peux-tu chercher les transferts de propriété dans ce département au cours des 2 dernières années? Concentre-toi sur les fermes et les grandes parcelles vendues par des propriétaires âgés. Il a sorti son ordinateur portable, ses doigts volant sur les touches. Mamie, tu penses vraiment? Je pense que Véronique est plus intelligente et plus dangereuse que nous ne l'avions tous réalisé. Et je pense que Chloé Morin n'était pas sa première complice. 20 minutes plus tard, Daniel avait une liste. 11 propriétés, toutes des fermes ou des domaines, toutes vendues au cours des 18 derniers mois, toutes appartenant à l'origine à des personnes de plus de 65 ans. Maintenant, croise ça avec les avis de décès, ai-je dit doucement. Le silence qui a suivi était lourd de pressentiments. Le visage de Daniel est devenu pâle en lisant l'écran. Mamie, 4 de ces personnes sont décédées dans les 6 mois suivant la vente de leur propriété. 2 accidents de voiture, une chute à la maison, une crise cardiaque. Romain se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Non, non, c'est trop. Ça ne peut pas être une coïncidence. Ce n'en est pas une. Ma voix était calme, mais à l'intérieur, je tremblais. Véronique fait ça depuis des années. Cibler les propriétaires âgés, falsifier des documents ou les manipuler pour qu'ils signent, attendre quelques mois, puis organiser des accidents. Nous devons le dire à Thomas maintenant. Mais avant que nous puissions bouger, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu avec précaution. Bonjour, Madame Dubois. Une voix de femme, inconnue. Je m'appelle Jennifer Tate. Je suis avocate au cabinet Morin, Westfield et Chase. Je représente Véronique Dubois. Mon estomac se serra. C'était rapide. Que voulez-vous? Je vous appelle pour vous informer que ma cliente va être libérée sous caution ce matin. Elle maintient sa totale innocence pour toutes les accusations et se défendra vigoureusement. Elle a avoué. Nous avons des enregistrements. Vous avez des enregistrements d'une femme effrayée essayant d'amadouer ce qu'elle croyait être un gendarme corrompu. Le contexte est important, Madame Dubois. Maintenant, je vous appelle par courtoisie pour vous informer que nous allons engager une procédure civile contre vous pour diffamation, détresse émotionnelle et séquestration. Nous demandons des dommages et intérêts
d'un montant de 5 millions d'euros. C'est absurde. Vraiment? Vous avez publiquement accusé ma cliente de meurtre, de complot et de fraude? Vous avez nui à sa réputation, à son entreprise et à son bien-être émotionnel. À moins que vous ne soyez prête à retirer toutes les accusations et à présenter des excuses publiques, nous poursuivrons la procédure. Je ne ferai rien de tel. Alors vous ne nous laissez pas le choix. Vous serez assignée dans les 24 heures. Et, Madame Dubois, je dois mentionner que nous avons également déposé une requête pour une mise sous tutelle. Compte tenu de votre âge et de votre comportement erratique récent, nous pensons qu'un tuteur désigné par le tribunal devrait évaluer si vous êtes capable de gérer vos propres affaires. La ligne est devenue silencieuse. Je suis restée là, le téléphone se refroidissant contre mon oreille, comprenant toute l'étendue du plan de Véronique. Elle n'essayait pas seulement de voler ma propriété. Elle essayait de me faire déclarer incompétente, incapable de gérer ma propre vie. Maman. La voix de Romain semblait lointaine. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils s'en prennent à moi. Pas seulement une défense pénale pour Véronique, mais une action civile et une demande de mise sous tutelle. J'ai croisé son regard. S'ils réussissent avec la demande de tutelle, le tribunal pourrait nommer Véronique ou quelqu'un qu'elle contrôle comme mon tuteur. Et alors? Alors, elle contrôle tout, a terminé Daniel. Ta propriété, ton argent, tes décisions en matière de santé, tout. Le poids de cette réalité m'a écrasée. J'avais pensé que nous avions gagné au moulin. J'avais pensé qu'enregistrer les aveux de Véronique suffirait. Mais je l'avais encore sous-estimée. Elle avait des ressources, des avocats, des plans dans les plans. Quand est l'audience? Ah, demandait Romain. Elle ne l'a pas dit, mais avec des avocats comme Morin, Westfield et Chase, ils peuvent probablement l'accélérer. Nous pourrions avoir moins d'une semaine. Nous nous battrons. Nous te trouverons le meilleur avocat. Avec quel argent, Romain? J'ai quelques économies, mais pas assez pour combattre un cabinet comme celui-là. Ils nous enseveliront sous les requêtes, les reports et les frais de justice jusqu'à ce que je ne puisse plus me permettre de me battre. La porte d'entrée s'est ouverte. Thomas Bernard est entré sans frapper, le visage grave. Hélène, nous avons un problème. Encore un? L'équipe informatique a essayé d'accéder à cette clé USB. Les fichiers cryptés sont protégés par un cryptage de niveau militaire. Cela pourrait prendre des mois à déchiffrer, peut-être plus. Et les fichiers que Daniel a pu consulter? Les emails et les enregistrements? De bonnes preuves, mais circonstancielles. Les avocats de Véronique prétendent déjà qu'elle était victime de chantage de la part de Chloé. Que tous ces emails ont été envoyés sous la contrainte. Sans les fichiers cryptés, nous n'avons pas assez pour garantir une condamnation pour l'accusation de meurtre. Donc, elle pourrait s'en sortir. Pire que ça, le juge vient de fixer sa caution à 200 000 euros. Son avocat l'a payé il y a 1 heure. Véronique est dehors. Daniel s'est dirigé vers la fenêtre, regardant l'allée. Elle pourrait venir ici. J'ai obtenu une ordonnance restrictive, a dit Thomas. Elle n'a pas le droit de s'approcher à moins de 500 mètres de cette propriété. Mais Hélène, vous devez comprendre quelque chose. Si nous ne pouvons pas déchiffrer ce cryptage, si nous ne pouvons pas prouver qu'elle était impliquée dans le meurtre de Chloé, le mieux que nous puissions espérer sont des accusations de fraude. Peut-être 3 à 5 ans, elle sortirait en 2 avec une bonne conduite. Et la ferme? La question de l'acte de propriété relève du tribunal civil. C'est distinct de l'affaire pénale. Ça pourrait traîner pendant des années. En attendant, techniquement, selon ce document enregistré, la propriété appartient conjointement à Romain et Véronique. Romain a secoué la tête violemment. Je la lui rendrai. Je refuserai toute revendication. Ce n'est pas si simple. Véronique en possède la moitié. Elle pourrait forcer une vente par licitation, obliger le tribunal à ordonner la vente de la propriété
et la division des produits. Vous perdriez la ferme de toute façon. Je me suis approchée de la fenêtre, regardant la terre sur laquelle j'avais vécu toute ma vie. La grange où Gérard avait appris à Daniel à faire du vélo. Le carré de fraises maintenant enfoui sous la neige de l'hiver. Les champs qui nous avaient nourris pendant les bonnes et les mauvaises années. Il doit y avoir quelque chose dans ces fichiers cryptés, ai-je dit. Quelque chose que Chloé jugeait assez important pour le cacher derrière un cryptage de niveau militaire. Quelque chose dont Véronique a peur. Nous y travaillons, a dit Thomas. Mais je ne peux pas faire de promesses. Après son départ, nous sommes restés assis en silence, tous les trois. Dehors, la voiture de patrouille que Thomas avait promise s'est garée au bout de l'allée. Une protection, ou un rappel que nous étions prisonniers dans notre propre maison. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un autre numéro inconnu. Arrête maintenant, Hélène. Cède la ferme. Abandonne les charges. Et je te laisserai vivre en paix. Continue à te battre et tu perdras tout, y compris les gens que tu aimes. Tu as 24 heures pour décider. J'ai montré le message à Romain et Daniel. Leurs deux visages sont devenus blancs. C'est une menace directe, a dit Romain. Nous devons montrer ça au capitaine. Ça ne servira à rien. Le numéro est probablement un téléphone prépayé. Introuvable. J'ai posé le téléphone avec précaution. Elle intensifie la pression. Elle devient désespérée. Ou confiante, a dit Daniel doucement. Mamie, et si elle a déjà gagné? Et si elle sait quelque chose que nous ne savons pas? La question flottait dans l'air, venimeuse et possible. Et si Véronique avait déjà trouvé un moyen d'accéder à ces fichiers cryptés? Et si elle avait détruit les preuves dont nous avions besoin? Et si Chloé Morin avait été sa partenaire et sa victime, mais aussi sa police d'assurance, et que Véronique avait trouvé un moyen de l'annuler? J'ai regardé le visage effrayé de mon petit-fils, la posture défaite de mon fils, et j'ai senti quelque chose durcir en moi. Alors, nous trouverons un autre moyen, ai-je dit. Nous creuserons plus profondément. Nous serons plus malins. Nous arrêterons de réagir à ce que fait Véronique et commencerons à l'anticiper. Comment? En pensant comme elle. C'est une prédatrice qui fait ça depuis des années. Elle est prudente, méthodique, patiente. Mais elle est aussi arrogante. Elle pense qu'elle est plus intelligente que tout le monde. C'est sa faiblesse. Mamie, elle a peut-être raison. Elle s'en est sortie plusieurs fois. Non. Elle s'en est sortie parce que personne ne regardait d'assez près. Parce que ses victimes étaient isolées, vulnérables, seules. Je me suis levée, sentant la force revenir dans mes membres. Mais je ne suis pas seule. Je vous ai, vous deux. J'ai Thomas, et j'ai quelque chose que Véronique n'a pas. Qu'est-ce que c'est? Le temps, la mémoire et la connaissance qui vient d'avoir vécu 6 décennies sur cette terre, à observer les gens, à apprendre leurs schémas. Je les ai regardés tous les deux, une lueur de défi dans les yeux. Véronique veut que je panique. Elle veut que je fasse des erreurs, que j'agisse de manière irréfléchie. Alors, je vais faire le contraire. Je vais être patiente, méthodique, et je vais découvrir chaque secret qu'elle a caché. « Par où commençons-nous » demanda Romain, sa voix retrouvant un peu de sa fermeté. J'y ai réfléchi. Avec le passé de Chloé Morin. Elle n'est pas apparue de nulle part, il y a 3 ans, quand elle a commencé à travailler au cadastre. Elle avait une vie avant ça. Une famille, des amis, une histoire. La gendarmerie enquête déjà là-dessus, fit remarquer Daniel. Je sais, mais nous allons enquêter différemment. Nous allons découvrir qui était vraiment Chloé et pourquoi elle était prête à aider Véronique à blesser des gens. Parce que les gens ne deviennent pas complices de meurtre sans raison. Daniel a rouvert son ordinateur portable. Je commence les recherches. Pendant qu'il travaillait, j'ai traversé la maison pièce par pièce,
la voyant avec des yeux neufs. C'était mon territoire, ma maison, mon histoire. Et je ne laisserai pas Véronique me la prendre. Chaque objet, chaque photo sur le mur, chaque marque sur le plancher en bois était un témoignage de la vie que Gérard et moi avions bâtie, une vie tissée de travail acharné et d'amour. La simple pensée qu'une étrangère puisse venir et essayer de tout effacer avec un trait de plume frauduleux remplissait mon cœur d'une fureur froide et déterminée. Il a fallu 3 heures à Danielle pour trouver le vrai nom de Chloé Morin. Elle l'avait changé légalement 7 ans auparavant. Avant cela, elle s'appelait Chloé Hartley, née à Brive-la-Gaillarde, élevée dans un petit village appelé Turenne. Sa grand-mère, Marthe Hartley, y possédait un domaine de 80 hectares. Possédait, au passé. « Mamie, regarde ça !» Danielle a tourné son ordinateur portable pour que je puisse voir un article de journal datant de 6 ans. Le domaine de Marthe Hartley avait été vendu à une société de promotion immobilière. 6 mois plus tard, Marthe était décédée dans l'incendie de la maison de location où elle avait déménagé. « Qui a acheté le domaine ?» a demandé Romain, la voix rauque. Daniel a cliqué sur un autre lien. Une société holding appelée Groupe de développement Sommet. Le nom m'a frappé comme un coup de poing. Sommet. Le même nom que l'agence immobilière de Véronique. « C'est elle !» a dit Romain, lisant par-dessus mon épaule. Véronique a déjà fait ça avant. Elle a volé la propriété de la grand-mère de Chloé. « Mais pourquoi Chloé l'aurait-elle aidée ?» a demandé Daniel. « Si Véronique a détruit la vie de sa grand-mère, pourquoi Chloé deviendrait-elle sa complice ?» J'ai étudié l'article plus attentivement. Il y avait une photo de Marthe Hartley, une femme de mon âge, souriant devant une grange. Et à côté d'elle, une adolescente, Chloé, avant qu'elle ne change de nom. « Regardez la date, » ai-je dit. « Marthe est morte il y a 6 ans. Chloé a changé de nom il y a 7 ans, avant la mort de sa grand-mère. » Elle ne fuyait pas Véronique. Elle travaillait avec elle. Les implications se sont abattues sur nous comme un linceul. Chloé a aidé Véronique à voler sa propre grand-mère, a murmuré Romain. Et a probablement aidé à la tuer, ai-je ajouté, la conclusion amère se formant dans mon esprit. C'est pour ça qu'elle était si douée pour ça. Elle l'avait déjà fait avant, à sa propre famille. Mais ensuite, elle est devenue gourmande, a essayé de faire chanter Véronique, et Véronique l'a éliminée. Daniel était déjà en train de chercher plus profondément. Il y a 2 autres propriétés que Développement Sommet a achetées à la même époque. Toutes 2 appartenant à des propriétaires âgés. Les 2 propriétaires sont décédés dans l'année suivant la vente. 3 meurtres, au minimum, peut-être plus, ai-je conclu. Je me suis levée, arpentant la cuisine. C'est plus gros que nous ne le pensions. Véronique mène ce stratagème depuis au moins 6 ans. Nous devons le dire à Thomas, a dit Romain, attrapant son téléphone. Attends. J'ai saisi son poignet. Si nous le disons à Thomas maintenant, il dépose un rapport, commence une enquête officielle. Cela pourrait prendre des mois. Pendant ce temps, les avocats de Véronique nous bloquent au tribunal civil, l'audience de mise sous tutelle avance, et nous perdons la ferme. Alors, que faisons-nous ? Nous utilisons ce que nous savons. Nous forçons Véronique à faire une erreur. J'ai regardé l'horloge. 6 heures s'étaient écoulées depuis le message de menace. Il restait 18 heures à son ultimatum. Daniel, peux-tu accéder au registre de la société Développement Sommet ? Peut-être. Ce devraient être des documents publics, mais il me faudra du temps. Nous n'avons pas le temps. Peux-tu le faire ou non ? Ses doigts volaient déjà sur le clavier. Je peux essayer. Pendant qu'il travaillait, j'ai appelé Thomas. Hélène, ça va ? Je vais bien. Thomas, j'ai besoin d'une faveur.
L'audience de mise sous tutelle que les avocats de Véronique ont demandée. Quand est-elle prévue? Demain après-midi, 14 heures. Ils l'ont accélérée, prétendant que vous étiez un danger pour vous-même et pour les autres. 24 heures. Moins de temps que je ne le pensais. Qui est le juge? Harold Winters. Je connaissais ce nom. Le juge Winters avait statué sur des litiges de propriété dans ce département pendant 15 ans. Dur, mais juste. Je l'avais rencontré une fois lors d'une vente aux enchères caritatives, il y a des années. Peux-tu m'obtenir un entretien avec lui avant l'audience? Hélène, c'est très irrégulier. Son greffier ne voudra jamais. Thomas, s'il te plaît, je ne te demande pas de l'influencer. J'ai juste besoin de 10 minutes pour présenter des informations. Des informations pertinentes pour l'affaire. Il est resté silencieux un long moment. Quel genre d'informations? Le genre qui prouve que Véronique Dubois fraude et assassine systématiquement des propriétaires âgés depuis au moins 6 ans. Le genre qui montre que cette audience de mise sous tutelle n'est qu'un autre outil dans son arsenal. As-tu des preuves? J'en aurai d'ici demain matin. M'aideras-tu? Une autre pause. Je vais passer un coup de fil. Sans promesse. Daniel a levé les yeux de son ordinateur portable, le visage pâle. Mamie, je suis entrée dans les registres de développement sommet. Tu dois voir ça. L'écran montrait un réseau de sociétés écrans et de sociétés holding, toutes menant à un seul nom. Véronique Marie Dubois. Mais il y avait un autre nom enfoui dans les documents, listé comme partenaire silencieux. Maître Pierre Martin, l'avocat que Romain avait amené à la gendarmerie. Oh non, a soufflé Romain. Martin travaille avec elle. Il n'a jamais été mon avocat. Il était le sien. Il était là pour observer. Ai-je dit, la compréhension m'inondant. Pour voir ce que nous savions, quelles preuves nous avions? Et puis il a tout rapporté à Véronique. Daniel a cliqué sur d'autres documents. Il y a plus. Le cabinet de Martin est listé comme le représentant légal pour toutes les acquisitions de propriétés de développement sommet. Il fait partie de ça depuis le début. Ce qui signifie que chaque mot que nous avons dit à la gendarmerie, chaque élément de preuve que nous avons discuté, Véronique le savait en quelques heures. Romain s'est effondré sur une chaise. Je l'ai laissé t'atteindre. Je pensais te protéger, mais je lui ai tout donné. Tu ne savais pas. J'aurais dû savoir. Maman, j'aurais dû voir qui était vraiment Véronique. Toutes ces années, tous ces signes avant-coureurs. Romain, arrête. Nous n'avons pas le temps pour la culpabilité. Nous devons nous concentrer. Je me suis tournée vers Daniel. Peux-tu imprimer tout ça? Chaque document montrant le lien entre Véronique, Martin et Développement Sommet? Déjà en train de le faire. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu à nouveau. J'ai répondu en haut-parleur. Bonjour, Hélène. La voix de Véronique était douce, confiante. Je suppose que vous avez reçu mon message? En effet, ai-je répondu, gardant ma voix aussi neutre que possible. Et votre décision? J'y réfléchis encore. Laissez-moi vous aider à décider. Je suis assise dans le bureau de mon avocat en ce moment même, en train de regarder des documents très intéressants. Savez-vous ce qu'est une procuration, Hélène? Mon sang se glaça. Parmi les papiers que j'ai déposés au tribunal se trouve une procuration que vous avez signée il y a 3 mois. Elle me donne le contrôle total de vos décisions financières et médicales si vous êtes jugée incompétente. Ce qui, après l'audience de demain, sera le cas. Je n'ai jamais signé une telle chose. Votre signature dit le contraire. Notariée et attestée. Très officielle. Et une fois que le juge verra à quel point vous êtes confuse, une femme âgée faisant des accusations de meurtre délirantes, prétendant à des complots, se comportant de manière erratique, il n'aura d'autre choix que de nommer un tuteur. Probablement moi,
puisque je suis de la famille et que j'ai déjà la procuration. Le juge verra clair dans votre jeu. Vraiment? Le juge Winters est un homme raisonnable. Il verra une belle fille attentionnée essayant d'aider sa belle-mère vieillissante qui souffre clairement de délire paranoïaque. Il verra les rapports de gendarmerie vous montrant en train d'attirer des gens dans des bâtiments abandonnés au milieu de la nuit. Il vous verra porter des accusations infondées contre moi, une femme d'affaires respectée à la réputation impeccable. Votre réputation est bâtie sur la fraude et le meurtre. Prouvez-le. Sa voix devint sèche. Vous n'avez rien, Hélène. Ces fichiers cryptés, mes gens y ont accédé il y a 2 jours. Tout ce qui était incriminant a été effacé. La clé USB que Daniel possède ne vaut rien. Les yeux de Daniel s'écarquillèrent, mais je gardai ma voix stable. Si c'est vrai, pourquoi appelez-vous? Parce que je vous donne une dernière chance de faire ça facilement. Cédez la ferme. Abandonnez toutes les charges. Admettez que vous avez été confuse et stressée. Faites ça, et je vous laisserai vivre vos dernières années dans un bel établissement. Vous serez confortable, en sécurité, soigné. Et si je refuse? Alors, après l'audience de demain, quand j'aurai la procuration, je vous ferai interner dans un établissement psychiatrique pour évaluation. Ça arrive tout le temps avec les personnes âgées qui deviennent délirantes. Les évaluations peuvent prendre des mois. Pendant ce temps, je vendrai la ferme, liquiderai vos actifs, et il ne restera plus rien pour quoi vous battre. Vous passerez le temps qu'il vous reste dans une institution pendant que votre précieuse terre deviendra un lotissement appelé le domaine du ruisseau. Elle avait pensé à tout, chaque angle, chaque possibilité. Sauf une. Véronique, puis-je vous demander quelque chose? Qu'est-ce que Chloé a supplié avant que vous ne la tuiez? Silence au bout du fil. Long et froid. Je n'ai pas tué Chloé. Je ne ferai jamais. Gardez ça pour vous. Je sais pour Marthe Hartley, la grand-mère de Chloé. Je sais pour le domaine à Turenne, pour Développement Sommet, pour tout. Chloé a appris des meilleurs. Elle vous a regardé détruire sa grand-mère et elle s'est jointe à vous. Mais ensuite, elle en a voulu plus, et vous ne pouviez pas le permettre. Vous ne pouvez rien prouver de tout ça. Vraiment? J'ai des documents d'entreprise vous liant à Développement Sommet. J'ai des registres de propriété montrant un schéma de victimes âgées. J'ai des enregistrements de vous avouant un complot. Et j'ai autre chose, Véronique. Quelque chose que vous ne savez pas. Quoi? Chloé a donné à Daniel une sauvegarde de ses fichiers cryptés. La vraie sauvegarde, pas la clé USB. Elle était plus intelligente que vous ne le pensiez. Elle l'a cachée quelque part où même vous ne pourriez pas la trouver. C'était un bluff complet. Mais j'ai entendu le changement dans la respiration de Véronique. Vous mentez. Vraiment? Chloé a dit à Daniel que si quelque chose lui arrivait, il devait chercher à l'endroit où tout a commencé. L'endroit où elle vous a rencontré pour la première fois. Savez-vous où c'est, Véronique? Parce que Daniel le sait. Une autre pause. Même si c'était vrai, vous n'accéderiez jamais à ces fichiers. Le cryptage est de niveau militaire. Sauf si vous avez le mot de passe, que Chloé a donné à Daniel avant de mourir. Je ne vous crois pas. Alors pourquoi êtes-vous toujours au téléphone? Pourquoi ne pas simplement raccrocher et poursuivre votre plan? Je laissais cela s'installer. Vous avez peur, Véronique. Peur que pour une fois, quelqu'un n'ait été plus malin que vous, que Chloé vous ait joué aussi bien que vous avez joué tout le monde. Cette conversation est terminée. Non, elle ne l'est pas, parce que je vais à cette audience demain et je vais apporter chaque élément de preuve que j'ai. Chaque document, chaque enregistrement, chaque lien avec vos victimes passées. Et je vais tout présenter au juge Winters. Pas comme la vieille femme confuse que vous pensez que je suis.
mais comme quelqu'un qui a passé la semaine dernière à devenir une experte de vos crimes. Le juge ne le permettra pas. C'est une audience de mise sous tutelle, pas un procès pénal. Sa voix était tendue, une fine fissure dans sa façade de contrôle. Alors nous verrons, n'est-ce pas? Demain, 14 heures. J'y serai. Et vous? J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Romain me regardait, bouche bée. Maman, est-ce que quelque chose de tout ça était vrai? Est-ce que Daniel a vraiment une sauvegarde? Non, mais Véronique ne le sait pas. Tu viens de lui déclarer la guerre. Non, Romain. Elle m'a déclaré la guerre au moment où elle a falsifié ma signature. Je ne fais que la terminer. Je me suis tournée vers Daniel, le cœur battant à tout rompre. Combien de temps te faut-il pour savoir où Chloé et Véronique se sont rencontrées pour la première fois? Mamie, je ne sais même pas par où commencer. Si, tu le sais. Chloé travaillait au cadastre. C'est là que Véronique l'aurait recrutée. Trouve quand Chloé a commencé ce travail. Regarde quelle propriété Véronique vendait à cette époque et croise les informations avec le passé de Chloé. Il y a un lien. Il doit y en avoir un. Les doigts de Daniel volaient sur le clavier, une lueur de détermination remplaçant la peur dans ses yeux. 10 minutes plus tard, il l'a trouvé. Le domaine de Turenne, la propriété de Marthe Hartley. Il était répertorié par Promotion Sommet il y a 6 ans. L'agent immobilier était Véronique Dubois. Et la transaction a été enregistrée au cadastre par... Il a levé les yeux, le regard écarquillé. Par Chloé Hartley. C'était sa première semaine de travail. C'est là qu'elles se sont rencontrées, ai-je dit, les pièces du puzzle s'emboîtant enfin. Où Véronique l'a recrutée, ou où elles ont finalisé leur plan ensemble. J'ai attrapé mon manteau. Nous devons y aller maintenant. Maman, il est 21 heures. Ce domaine a probablement été développé, rasé. Ou pas. Quoi qu'il en soit, nous devons regarder. S'il y a la moindre chance que Chloé y ait caché des preuves, nous devons les trouver avant Véronique. Thomas a rappelé. Hélène, le juge Winters vous accordera 15 minutes demain à 13 heures, juste avant l'audience. Mais c'est tout. Ne me faites pas regretter ça. Je ne le ferai pas. Merci, Thomas. Nous avons pris mon 4x4, tous les trois, avec la voiture de patrouille suivant à distance. Le trajet jusqu'à Turenne a duré 90 minutes, à travers des routes de campagne sombres et de petits villages déjà endormis. Le domaine était toujours là. Non développé, non rasé. Juste abandonné. La maison principale était une coquille incendiée, exactement comme le journal l'avait décrite. Mais la grange était encore debout, usée par le temps, épanchée, mais intacte. Pourquoi Véronique garderait-elle ça? Se demanda Romain. Pourquoi ne pas tout raser et construire? Parce qu'elle ne le pouvait pas, a dit Daniel, consultant son téléphone. La propriété est bloquée par des litiges juridiques. Le testament de Marthe Hartley laissait tout à Chloé, mais Chloé a renoncé à l'héritage. Ensuite, les autres parents de Marthe l'ont contesté. C'est devant le tribunal des successions depuis 6 ans. Donc, personne ne pouvait y toucher, ai-je dit. Ce qui signifie que si Chloé a caché quelque chose ici, c'est resté en sécurité pendant tout ce temps. Nous nous sommes approchés de la grange avec précaution. Les portes pendaient, ouvertes, grinçant dans le vent. À l'intérieur, ça sentait le vieux foin et la décomposition. Le faisceau de ma lampe de poche a percé l'obscurité, trouvant des stalles vides, du matériel cassé, des ombres. Où l'aurait-elle caché? A demandé Daniel. J'ai pensé à Chloé Morin, une jeune femme qui avait aidé à détruire sa propre grand-mère, qui avait appris à être impitoyable et calculatrice. Ou quelqu'un comme ça cacherait-elle son assurance? Quelque part de personnel, ai-je dit. Quelque part qui avait une signification. Daniel,
Tu as dit que Chloé et sa grand-mère étaient proches avant la trahison? D'après les articles, oui. Marthe a élevé Chloé après la mort de ses parents. Je me suis enfoncée plus profondément dans la grange, cherchant un indice, un signe. Dans le coin arrière, il y avait un box à cheval avec un nom gravé dans le bois. Étoile. C'était le nom du cheval de Chloé, a dit Daniel, vérifiant à nouveau son téléphone. Il y a une photo dans un des articles. Chloé montant une jument grise nommée Étoile. Je me suis agenouillée, passant mes mains le long des planches du box. L'une d'elles était lâche. Je l'ai tirée. Derrière, enveloppée dans du plastique imperméable, se trouvait une petite boîte en métal. À l'intérieur de la boîte, une autre clé USB et une note manuscrite. Si vous lisez ceci, je suis probablement morte. Véronique Dubois a tué ma grand-mère et m'a forcée à l'aider. Je rassemble des preuves depuis, attendant le bon moment. Cette clé contient tout. Des enregistrements non édités, des documents originaux, la preuve de chaque crime. Le mot de passe est étoile 1997. Utilisez-le pour l'arrêter. 1997, a murmuré Daniel. L'année de naissance de Chloé. Nous l'avions. De vraies preuves, non cryptées. Tout ce dont nous avions besoin. Et puis, nous avons entendu le bruit de voitures approchant. Plusieurs voitures, rapides. Ils nous ont suivis, a dit Romain, regardant par la porte de la grange. Véronique devait avoir quelqu'un qui nous surveillait. 3 véhicules se sont arrêtés à l'extérieur, leurs phares nous aveuglant. Des portes se sont ouvertes, des silhouettes ont émergé. Véronique se tenait au centre, flanquée de Maître Martin et de 2 hommes que je ne reconnaissais pas. Des hommes costauds, pas des avocats. Hélène, sa voix a résonné dans la nuit. Vous êtes sur une propriété privée, c'est illégal. Tout ce que vous avez trouvé là-dedans appartient à la succession. Cette succession appartient à Chloé Morin, ai-je répliqué, et elle a laissé des instructions. Chloé est morte. Je suis l'exécutrice testamentaire de sa succession maintenant. Remettez-moi ce que vous avez trouvé. Je ne crois pas, non. Maître Martin s'est avancé. Madame Dubois, nous pouvons vous faire arrêter sur le champ. La voiture de patrouille du capitaine Bernard est partie. Nous les avons envoyés sur un faux appel d'urgence à 20 km d'ici. Vous êtes seul. Vous êtes en infériorité numérique et vous détenez des biens volés. J'ai regardé la boîte en métal dans mes mains, la clé USB qui pouvait mettre fin à l'empire de Véronique. Et j'ai souri. Vous avez raison sur un point, Maître Martin. La voiture du capitaine Bernard est partie. Mais vous avez tort de penser que je suis seule. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur « Envoyer » sur la vidéo que je diffusais en direct depuis 10 minutes. Diffusée directement sur le téléphone de Thomas, à la Gendarmerie nationale et à 3 chaînes de nouvelles locales. J'ai tout diffusé, ai-je dit calmement. Chaque mot que vous avez dit, chaque menace que vous avez proférée. Et maintenant, des milliers de personnes vous regardent, Véronique. Vous regardent admettre être l'exécutrice de la succession de Chloé. Une succession à laquelle vous ne devriez avoir aucun lien si vous êtes innocente. Vous regardent nous menacer sur cette propriété. Vous regardent amener des hommes de main pour intimider une femme âgée. Le visage de Véronique est devenu blanc sous les phares. Vous pouvez me prendre cette clé USB, ai-je continué. Mais ça n'aura pas d'importance. Parce que dans exactement 5 minutes, mon petit-fils télécharge l'intégralité de son contenu sur un stockage en ligne, avec des copies envoyées au FBI, à la police nationale et à tous les médias de France. C'est fini, Véronique. Vous avez perdu. Des sirènes ont retenti au loin, se rapprochant. Véronique m'a regardé fixement à travers le terrain sombre. Et j'ai vu quelque chose se briser dans ses yeux. Le calcul, la confiance, la certitude qu'elle était toujours la personne la plus intelligente de la pièce. Elle a couru. Martin et les autres hommes se sont dispersés.
courant vers leur véhicule. Mais les gendarmes bloquaient déjà la route. Le véhicule de Thomas menant un convoi de plusieurs voitures. Je suis restée là, tenant la boîte en métal, les regardant maîtriser Véronique. Elle s'est débattue, criant des menaces et des accusations. Mais ils l'ont menottée quand même. Thomas s'est approché de moi, secouant la tête. Hélène, c'était la chose la plus risquée, la plus insensée et la plus courageuse que j'ai jamais vue. J'ai appris des meilleurs, ai-je dit, pensant à Gérard. De 63 ans de vie, m'apprenant quand me coucher et quand faire tapis. La diffusion en direct ? A-t-il demandé. L'idée de Daniel. Il a commencé à enregistrer dès que nous sommes sortis du 4x4. Thomas a ri. Un vrai rire. Vous savez, vous venez probablement de causer une douzaine de complications juridiques pour les procureurs. Mais nous l'avons eue. Proprement, avec des preuves qu'elle ne peut nier. Il a pris la boîte en métal doucement. Nous allons prendre ça en charge. Le traiter correctement. Mais Hélène, merci. Vous venez de nous aider à clore peut-être une douzaine d'affaires non résolues. Alors qu'ils emmenaient Véronique, elle a regardé en arrière vers moi une dernière fois. Pas de mots, juste un long regard. Et je l'ai regardée droit dans les yeux, sans ciller, jusqu'à ce qu'elle ait disparu. L'audience de mise sous tutelle a été annulée. Le juge, Winter, m'a appelé personnellement le lendemain de l'arrestation de Véronique pour s'excuser du temps que le tribunal avait perdu et pour me féliciter pour ce qu'il a appelé un courage civique exceptionnel. Les documents de procuration se sont révélés être des faux, tout comme l'acte de propriété. Toute la stratégie juridique de Véronique s'est effondrée au moment où l'équipe scientifique a vérifié les preuves de Chloé. Cette clé USB contenait 6 ans de tenue de registre méticuleuse. Chloé avait tout documenté. Des enregistrements de conversations avec Véronique complotant contre des victimes, des copies de signatures falsifiées, des dossiers financiers montrant des paiements à des fonctionnaires corrompus, et même une vidéo de Véronique admettant avoir organisé la mort de sa propre grand-mère. Chloé Morin avait été beaucoup de choses, complice, manipulatrice, meurtrière. Mais à la fin, elle avait aussi été une femme qui savait qu'elle était allée trop loin, qui avait essayé de se créer une issue de secours et qui avait payé pour ses crimes de sa vie. L'enquête s'est rapidement étendue. En 3 jours, la police judiciaire avait identifié 11 victimes en France, des propriétaires âgés qui avaient été systématiquement escroqués et, dans 4 cas, assassinés. Maître Martin a été arrêté, ainsi que l'adjudant Hall et 2 autres fonctionnaires corrompus. Le procureur de la République a qualifié l'affaire de plus grand cas de fraude envers les personnes âgées de l'histoire de la région. Véronique Dubois s'est vue refuser la libération sous caution après sa 2e audience. Le juge a invoqué le risque de fuite et la gravité des charges. 4 chefs d'accusation de meurtre au 1er degré, complot en vue de commettre un meurtre, fraude, faux et usage de faux, et une douzaine d'autres charges. Son procès a été fixé 6 mois plus tard. Mais avec les preuves de Chloé, ses avocats n'avaient aucune véritable défense. Je ne ressentais pas vraiment de triomphe. Peut-être aurais-je dû, mais je me sentais surtout fatiguée et triste pour toutes les vies que Véronique avait détruites dans sa quête d'argent et de biens qui n'auraient jamais été suffisants. 2 semaines après l'arrestation de Véronique, Romain a demandé le divorce. Nous étions assis à ma table de cuisine, la même table où nous avions partagé 1000 dîners du dimanche, et j'ai regardé mon fils signer les papiers avec des mains tremblantes. « J'aurais dû savoir », a-t-il dit pour peut-être la 100e fois. Toutes ces années, j'aurais dû voir qui elle était vraiment. Romain, elle a trompé beaucoup de gens. Des procureurs, des enquêteurs, des partenaires commerciaux.
Tu ne peux pas t'en vouloir de ne pas avoir vu clair dans le jeu d'une prédatrice professionnelle. Mais je l'ai choisi plutôt que toi, tellement de fois. Chaque fois que tu as essayé de me prévenir, chaque fois que tu as dit que quelque chose n'allait pas, je l'ai ignoré. Je t'ai fait sentir que c'était toi le problème. Tu essayais de maintenir ton mariage. Ce n'est pas un crime. Il a levé les yeux vers moi, ses yeux rouges. Elle a essayé de te faire tuer, maman. Ma femme, la femme avec qui j'ai partagé un lit pendant 20 ans. Elle a assassiné des gens pour leur taire, et je n'ai jamais rien soupçonné. Qu'est-ce que ça dit de moi? Ça dit que tu es humain. Ça dit que tu voulais croire le meilleur de quelqu'un que tu aimais. Ce n'est pas de la faiblesse, Romain. C'est de l'espoir. Un espoir mal placé, peut-être. Mais tu as trouvé ta force quand c'était important. Tu t'es tenu aux côtés de Daniel et moi quand nous avions besoin de toi. Tu n'as pas fui. Tu ne t'es pas caché. Ça compte pour quelque chose. Il a essuyé ses yeux. Je veux me racheter. Peu importe le temps que ça prendra. Alors commence par te pardonner. Et en étant un meilleur père pour Daniel. Il a besoin de toi maintenant plus que jamais. Daniel avait du mal. La révélation que Chloé l'avait utilisée, que toute leur relation avait été une manipulation, l'avait durement frappé. Il avait pris un semestre de congé de l'IUT, voyait un thérapeute 2 fois par semaine et réapprenait lentement à faire confiance. Il passait le plus clair de son temps à la ferme avec moi. Nous travaillions ensemble dans la grange, réparions les clôtures, planifions les plantations de printemps. Il ne parlait pas beaucoup de Chloé, mais parfois je le surprenais à regarder dans le vide, perdu dans des pensées qu'il ne pouvait pas partager. Un après-midi de début mars, alors que nous nettoyions le hangar de stockage, il s'est finalement ouvert. « Mamie, tu penses que je suis stupide ?»« Quoi ? Bien sûr que non. Pourquoi demanderais-tu ça ? » ?»« Parce que je suis tombée dans le panneau, tout entier. Chloé m'a dit qu'elle m'aimait et je l'ai cru. Elle a dit qu'elle voulait t'aider et je lui ai donné tout ce dont elle avait besoin pour te détruire. Je n'étais qu'un outil, un idiot utile. J'ai posé le râteau que je tenais et me suis assis à côté de lui sur une vieille botte de foin. « Daniel, tu as 19 ans. Tu as cru que quelqu'un que tu appréciais te disait la vérité ? Ce n'est pas de la stupidité, c'est de l'innocence. Et il n'y a rien de mal à l'innocence. Mais j'aurais dû voir les signes. Chloé a été formée par Véronique, qui perfectionnait cette arnaque depuis des années. Elle savait exactement comment manipuler les gens, comment gagner leur confiance, comment exploiter les émotions. Même des enquêteurs expérimentés se sont fait avoir. Tu n'es pas faible pour t'être fait avoir par une manipulatrice professionnelle? Alors pourquoi je me sens si stupide? Parce que la douleur nous fait tout remettre en question, y compris nous-mêmes. Mais Daniel, tu m'as aussi sauvé la vie. Tu as vu clair dans le plan de Chloé au moment critique. Tu m'as prévenu pour le manteau rouge. Tu as gardé cette clé USB en sécurité. Tu as aidé à exposer toute l'opération de Véronique. Ce ne sont pas les actions d'une personne stupide. Il est resté silencieux un long moment. Elle me manque parfois. C'est fou, non? Je sais ce qu'elle était, ce qu'elle a fait. Mais parfois la personne que je pensais qu'elle était me manque. Ce n'est pas fou. C'est du deuil. Tu pleures la relation que tu pensais avoir, l'avenir que tu imaginais. C'est une perte réelle, même si la relation était bâtie sur des mensonges. Comment arrête-t-on de regretter quelque chose qui n'a jamais vraiment existé? Avec du temps, de la patience et la connaissance que tu mérites quelque chose de vrai, quelqu'un de vrai. Et un jour, quand tu seras prêt, tu le trouveras. Il s'est appuyé contre mon épaule et je l'ai tenu comme je le faisais quand il était petit et que le monde semblait trop grand et effrayant. La bataille juridique pour la ferme
a pris un autre mois à se résoudre. L'acte falsifié a été officiellement annulé. Toutes les revendications frauduleuses de Véronique ont été rejetées. La propriété est restée mienne, libre et entière, comme elle l'avait été depuis 4 générations. Mais plus que cela, le procureur de la République a saisi tous les avoirs de Véronique pour indemniser les familles de ses victimes. Sa maison, ses voitures, son entreprise. Tout a été saisi, Promotion Sommet a été dissoute et ses avoirs ont été vendus pour payer les restitutions. J'ai assisté à l'une des audiences de restitution. Il y avait des familles là-bas, des gens qui avaient perdu des parents et des grands-parents à cause des combines de Véronique. Un homme âgé qui avait perdu sa femme, une femme de mon âge qui avait perdu sa sœur. Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais nous partagions quelque chose. La connaissance que nous avions survécu, que la justice avait été lente, mais qu'elle était finalement arrivée. Une femme s'est approchée de moi après. Elle avait environ 50 ans, des yeux bienveillants et des cheveux grisonnants. Madame Dubois, je m'appelle Catherine Wells. Ma mère était Marthe Hartley, la tante de Chloé. Je lui ai serré la main avec précaution. Je suis tellement désolée pour votre perte, pour toutes les deux. Merci. Je voulais que vous sachiez. Je suis contente que vous l'ayez arrêtée. Ma mère méritait mieux que ce qui lui est arrivé. Et Chloé... Sa voix s'est étranglée. Chloé était une gentille fille autrefois, avant que Véronique ne mette le grappin sur elle. Je pense à qui Chloé aurait pu devenir si elle n'avait jamais rencontré cette femme. Votre nièce m'a sauvé la vie, à la fin. Les preuves qu'elle a rassemblées, la sauvegarde qu'elle a créée. Sans cela, Véronique serait peut-être encore libre. Chloé a toujours été minutieuse. Même quand elle faisait des choses terribles, elle était méthodique. Catherine a souri tristement. Peut-être que c'était sa façon d'essayer de garder un certain contrôle, une certaine dignité. Je ne sais pas. Je ne le saurai jamais. Nous sommes restés là ensemble, 2 femmes qui avaient perdu des êtres chers à cause de la cupidité de Véronique. Et j'ai ressenti une connexion que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Le lien des survivants, peut-être, ou simplement la compréhension qui vient d'une douleur partagée. Le printemps est arrivé en Dordogne avec son éclat dramatique habituel. De la neige un jour, du soleil le lendemain, la terre se réveillant lentement de son sommeil hivernal. J'ai replanté le carré de fraises, 2 fois plus grand qu'avant. Daniel m'a aidé et nous n'avons pas parlé de cet été où il avait 7 ans. Nous n'en avions pas besoin. Le travail lui-même était la conversation. Romain est revenu pour les dîners du dimanche. Juste lui, maintenant. Sans Véronique. Les repas étaient plus calmes, plus simples, mais plus honnêtes. Nous parlions de petites choses. Le temps, les cultures, les projets de Daniel de retourner à l'IUT à l'automne. Nous réapprenions à être une famille, sans le poison qui s'était infiltré en nous pendant des années. Thomas est passé un après-midi d'avril avec des nouvelles. Véronique a accepté un accord de plaidé-coupable. Réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, en échange d'un témoignage contre les autres personnes impliquées dans ces combines. Elle ne sortira jamais. Jamais. Et avec son témoignage, nous avons identifié 3 autres fonctionnaires corrompus et 2 autres complices que nous ne connaissions pas. Tout le réseau est en train de s'effondrer. Je lui ai servi un café et nous nous sommes assis sur la terrasse, regardant les collines devenir violettes dans la lumière du soir. « Tu sais, » a dit Thomas, « tu aurais pu être tué plusieurs fois pendant toute cette affaire. Ce que tu as fait était incroyablement dangereux. » « Je sais. Mais tu l'as fait quand même ? » « Je l'ai fait parce que je le devais. Parce que parfois, être en sécurité signifie perdre tout ce qui compte. Et j'ai décidé que je préférais me battre et risquer de mourir, plutôt que de me cacher et de perdre ma vie de toute façon.
C'est la Hélène que je me souviens du lycée. Têtue comme une mule et 2 fois plus coriace. J'ai ri. Gérard disait la même chose. C'était un homme intelligent. Thomas s'est levé en s'étirant. Prends soin de toi, Hélène. Et si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, je sais où te trouver. Merci, Thomas, de m'avoir cru, d'avoir aidé quand c'était important. Après son départ, je suis restée seule sur la terrasse alors que l'obscurité s'installait sur la ferme. La terre s'étendait devant moi, familière et précieuse, regagnée par la lutte et la persévérance. J'ai pensé à toutes les femmes comme moi, âgées, rejetées, sous-estimées, qui étaient tombées victimes de gens comme Véronique. Des femmes qui avaient bâti des vies, élevé des familles et gagné leur place dans le monde, seulement pour que quelqu'un décide qu'il était plus facile de les voler que de les respecter. Mais j'ai aussi pensé à la force qui vient du fait de vivre 63 ans. La sagesse accumulée au fil des saisons de perte et des saisons d'abondance. La compréhension que la patience est une arme, que le silence peut être une stratégie, et que l'âge n'est pas une faiblesse, mais plutôt la distillation de tout ce que vous avez appris sur la survie. Véronique s'était trompée sur tellement de choses. Mais sa plus grande erreur a été de penser qu'être plus âgé signifiait être sans défense. Elle a vu mon âge et a supposé une vulnérabilité. Elle a vu ma gentillesse et a supposé une faiblesse. Elle a vu ma vie tranquille et a supposé que je n'avais rien pour quoi me battre. Elle n'a jamais compris que les gens qui ont vécu plus longtemps, ont plus appris, ont plus survécu, ont développé des instincts aiguisés par des décennies de navigation dans un monde qui ne joue pas toujours franc jeu. Daniel est sorti sur la terrasse avec 2 tasses de chocolat chaud, exactement comme je lui en faisais quand il était petit. « À quoi tu penses ?» a-t-il demandé. « Juste au fait de vieillir. À ce que ça signifie. » « Et ça signifie quoi ?» ?»« Ça signifie que tu as gagné le droit d'être sous-estimé et la satisfaction de prouver à tout le monde qu'ils ont tort. » J'ai siroté le chocolat. « Ça signifie que tu as appris que la personne la plus bruyante dans la pièce n'est pas toujours la plus forte, que la patience l'emporte sur l'agression, que la sagesse bat l'arrogance. »« On dirait un biscuit chinois, » a taquiné gentiment Daniel. « On dirait quelqu'un qui vient de passer 3 semaines à déjouer les plans d'une femme de la moitié de son âge qui se croyait la plus intelligente de la région. » Il a ri, et le son était bon, guérissant. Nous sommes restés assis ensemble alors que les étoiles commençaient à apparaître, éparpillées dans le ciel qui s'assombrissait comme des graines attendant de pousser. La ferme était calme autour de nous, solide et permanente. Un témoignage des gens qui avaient travaillé cette terre et refusé de l'abandonner. Dans la grange, j'avais accroché mon manteau rouge à un crochet. Je ne pouvais pas me résoudre à le porter à nouveau, pas après ce qui s'était passé, mais je ne pouvais pas non plus le jeter. C'était la preuve de combien j'avais failli tout perdre. Un rappel que la vigilance est importante, que la confiance doit se mériter, et que parfois, un avertissement de quelqu'un que vous aimez est la différence entre la vie et la mort. Demain, je commencerai à préparer les champs pour les semailles. Romain venait aider à réparer le système d'irrigation. Daniel allait repeindre la grange. Nous avions du travail à faire. Le genre de travail honnête qui construit plutôt que de détruire, qui crée plutôt que de voler. Et dans 6 mois, je serai assise dans une salle d'audience et je regarderai Véronique Dubois être condamnée à la prison à vie. Je la regarderai dans les yeux une dernière fois et lui laisserai voir que j'étais toujours debout, toujours là, me battant toujours pour chaque jour sur cette terre qui était mienne de droit et de résilience. Mais ce soir, je suis simplement restée assise avec mon petit-fils et j'ai regardé l'obscurité s'installer sur la Dordogne.
ressentant la profonde satisfaction d'avoir survécu à quelque chose qui était censé me détruire. La ferme était en sécurité. Ma famille guérissait. Et j'avais appris quelque chose que Véronique ne comprendrait jamais. La vraie force ne vient pas de la manipulation, de l'argent ou de la cruauté calculée. Elle vient du fait de savoir qui vous êtes, ce que vous valorisez et ce pourquoi vous êtes prêt à vous battre. Elle vient de la patience, d'attendre le bon moment et du courage d'agir lorsque ce moment arrive. Elle vient du fait de vivre assez longtemps pour apprendre que la sagesse est le pouvoir ultime et que l'âge n'est pas une faiblesse à exploiter, mais une forteresse bâtie de décennies de survie à tout ce que la vie vous envoie. J'avais 63 ans. J'avais enterré un mari, élevé un fils, survécu à une tentative de meurtre et vaincu une tueuse en série qui avait commis l'erreur fatale de penser que j'étais trop vieille pour me battre. Et je ne faisais que commencer. Le carré de fraises fleurirait à nouveau cet été. Daniel serait là pour m'aider à le récolter, et nous mangerions des fraises jusqu'à en être malades, comme nous le faisions quand il avait 7 ans. Parce que c'est ce que font les survivants. Ils se souviennent des bons moments. Ils reconstruisent ce qui a été brisé. Ils plantent des graines pour les récoltes futures et ils n'abandonnent jamais, jamais leur terrain sans se battre. Maintenant, dites-moi, qu'auriez-vous fait si vous étiez à ma place? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de consulter la vidéo sur votre écran en ce moment. Je suis sûre qu'elle vous surprendra.